Et voilà. Bien, eh bien, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je me présente, je suis Stéphane Roy, je suis psychologue, psychothérapeute, directeur adjoint de l'Institut Mimétis qui organise ce webinaire. Nous tenions, avant de démarrer, à vous remercier pour votre fidélité ainsi que pour vos mots d'encouragement à poursuivre ces webinaires. Je vous rappelle qu'en cette période, l'Institut Mimétis continue également à mettre tout en œuvre pour assurer la continuité des formations proposées et puis en s'adaptant bien évidemment autant que possible aux conditions. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous rapprocher de nous pour en savoir plus en visitant notre site internet ou encore en nous contactant, en prenant directement contact avec nous. Alors je vous rappelle qu'en lien aussi avec la situation actuelle et de ces derniers mois, nous avons fait le choix de reporter, notre congrès qui se déroulera donc du 15 au 18 juin 2022. Comme prévu, il se déroulera, au Palais des Congrès, de La Baule et aura pour thème, je vous le rappelle: «Sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique». Vous pouvez, retrouver le pré-programme sur le site, de l'institut, à la rubrique, congrès. Eh bien maintenant, ce que je vous propose, c'est que, nous en venions à notre sujet du jour et d'accueillir nos 2 intervenants qui vont intervenir sur un thème riche et d'actualité, à savoir de l'inceste au monde de l'inceste, comment renaître? C'est donc avec plaisir que, nous accueillons, le docteur Julien Bedbez. Julien est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, formateur en hypnose, en thérapie brève, c'est un grand spécialiste des thérapies narratives et il est rédacteur en chef de la revue, Hypnose et thérapie brève et nous accueillons, aussi le docteur Éric Bardot. Éric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. Il est directeur de l'Institut Mimétis et il est le concepteur et le développeur de la thérapie HTSMA, la thérapie du lien et des mondes relationnels. Alors, Éric et Julien interviendront sur le thème aujourd'hui pendant environ 1 heure. Puis, dans un second temps, nous laisserons place à vos questions que je relayerai à Éric et Julien, et ce jusqu'à 20 heures. Alors, n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat à droite de votre écran. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Et il sera donc à voir et à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Et puis, une fois n'est pas coutume, avant de laisser la parole à Julien et à Eric, pour ouvrir le débat, j'aimerais poser la question suivante en m'adressant à Eric, à savoir, Eric, qu'est-ce qui t'a amené à proposer ce thème à Julien? Voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Stéphane. Merci Julien d'avoir accepté que nous partagions notre expérience sur ce thème. Je vous dis bonjour à vous tous et à vous toutes. Et pour commencer, je vais répondre à la question de Stéphane en commençant par m'adresser à vous et en commençant, si vous le permettez, euh, par m'autoriser à prendre un moment de recueillement et un moment de silence, pardonnez-moi, car ce thème me touche personnellement. La première fois que j'ai eu l'intention de pouvoir d'avoir à traiter ce thème, c'était au moment où Mathilde Brasilier a sorti son livre Le jour, la nuit et l'inceste. J'avais envoyé un petit message et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse ce thème. Et là, depuis, je vais dire 6 mois, après être passé par la révolte, la colère, le désespoir, jusqu'à même aller jusqu'à me demander si tout ce que j'avais construit avait, excusez-moi, un sens. Je me suis dit qu'il fallait aujourd'hui euh, traiter ce thème, et comme vous l'avez probablement compris,
il est en lien avec ma propre histoire familiale, où cette histoire dans laquelle je me suis développé est l'histoire d'une famille construite sur un monde traumatique, dans lequel s'est invité l'inceste du côté de mon grand-père. Et ce qui m'a semblé important dans ce thème, quand Julien m'a dit: est-ce que tu as lu le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande? Au départ, je ne voulais pas le lire et il m'a dit: si, lis-le, et je l'ai lu. Et en fait, ce qui m'a semblé important dans ce livre, c'est que Camille Kouchner a témoigné de l'abus de son frère, et donc qu'elle était en position, comment dirais-je moi, d'être à la fois impactée, observatrice de ce qui pouvait se passer entre son beau-père et son frère. Et je me suis évidemment trouvé, dans mon histoire à moi, en position à la fois d'acteur et à la fois de spectateur impuissant de l'abus de mon grand-père sur mes sœurs. Et ce qui m'amène à échanger sur ce thème aujourd'hui, c'est que c'est ce qui a construit et m'a amené à devenir psychiatre, à partir, j'allais dire, aujourd'hui je peux le dire, 3 positions, qui est comme fils aîné d'une famille de 7 enfants et mis en position de chef de famille, j'ai passé une partie de mon existence à essayer de sortir ma famille de l'emprise de l'inceste. Et c'est cette expérience-là de l'emprise de l'inceste comme salissure, et cette salissure, j'aimerais témoigner que justement, c'est ce qui fait passer de l'inceste, et que pour moi, réduire l'inceste, et on va en parler, à l'acte sexuel, euh, m'a amené à être dans une position qui, à la fois, est une position de disqualification par rapport au grand-père, parce que je ne savais pas qu'à l'âge où c'est arrivé, et je savais, et qu'il savait que je savais, que j'ai fait comme si je ne savais pas. J'avais la toute première fois 8 ans, 9 ans maximum. La disqualification dans la représentation sociale, et on en parlera, de la part de mes parents, qui évidemment, sachant, pouvaient menacer l'équilibre familial et la représentation sociale de la famille. Et quelque part, c'est un peu difficile parce que quand je vais dire ça, je les excuse, et, et que pour moi, ça n'est pas, même si à une époque, ça a été pour moi une grande révolte, c'est que le fait d'être victime de la situation sans être victime de l'acte fait que c'est comme si de ne pas avoir subi l'acte disqualifie, et c'est la troisième disqualification, de, du fait que c'est comme si, comme vous n'avez pas subi l'acte, comme Camille Kouchner a pu en témoigner, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas légitime pour être victime de, de l'emprise de l'inceste sur la famille. Voilà, j'irai pas plus loin, j'avais besoin de dire ça pour commencer. Et si j'ai demandé à Julien de participer avec moi, c'est parce que, Julien, tu as l'expérience comme psychiatre de ton côté et psychothérapeute d'avoir travaillé beaucoup au niveau judiciaire, dans les expertises, dans la thérapie, y compris la thérapie d'auteur de père incestueux. Et il m'a semblé qu'entre ma position, j'allais dire, à la fois de témoin, et en même temps, j'allais dire aujourd'hui, de, patient expert, si je peux parler comme ça, qui m'a amené à être
psychiatre et développer tout ce que j'ai développé sur les mondes traumatiques, j'ai pensé que nos deux regards me semblaient tout à fait importants pour remettre en place des choses qui me semblent fondamentales, car il y a deux choses qui sont fondamentalement inacceptables pour moi, car à ce moment-là, elles, elles, elles elles met les thérapeutes dans l'impuissance. C'est l'idée que de s'être développé dans ce monde-là fait de moi une victime ou fait une victime à vie. Et ça, c'est pas acceptable pour moi. Et que la deuxième élément tout à fait inacceptable pour moi, c'est qu'un discours de bien-pensance vienne récupérer, s'approprier la légitimité liée à mon expérience de vie pour l'instrumentaliser à des fins de représentation sociale et d'exister dans l'espace social. Je n'irai pas plus loin pour le moment et je vais te passer la parole, Julien, sur comment tu peux rebondir par rapport. Ok, merci Eric pour ton témoignage. Pour moi, c'est une vraie question. Qui peut parler et aider cette parole qui a été silencieuse, puisque les gens qui sont victimes n'ont pas pu s'exprimer, n'ont pas été écoutés, qui peut témoigner de cette parole qui est une parole inaudible? Et comment faire pour que cette parole ne soit pas une parole qui soit instrumentalisée au niveau social pour des raisons de pouvoir, pour être une organisation de défense des victimes qui est une bonne chose, mais ça se transforme en discours social qui porte la vérité du discours des victimes. Comment socialement peut-on écouter des discours inaudibles et leur permettre d'être entendus, humainement entendus, et non pas simplement en tant que victimes? Toute la difficulté pour moi, dès le début où j'ai commencé à travailler avec des personnes, soit qui ont commis des actes d'inceste, soit des personnes qui ont été victimes des actes d'inceste, c'est comment peut-on rétablir une parole humaine dans un cadre qui est un cadre de violence, de maltraitance, où les personnes n'arrivent pas à être en relation avec les autres et ont une vision d'eux-mêmes qui est une vision extrêmement négative dès qu'on commence à creuser un peu le sujet. Donc, il y a cette notion du témoignage et de la parole. Comment peut-on aider et soutenir cette parole qui a été inaudible? C'est d'autant plus inaudible qu'un des effets du trauma, c'est le secret. Dans l'inceste, la question du secret est très importante. Tu n'as pas le droit d'en parler, car si tu en parles, la parole va détruire tout le monde. La parole est liée à la destruction. Et on est enfermé dans cette dimension où la parole est liée à la destruction. Et comment sortir du cri, on pourrait dire, des victimes, et pouvoir transformer ce cri en parole qui a du sens. Alors, quand j'ai commencé à travailler, c'était des questions que j'ai commencé à me poser. Au tout début, historiquement, je suis arrivé à Nantes en 88. En 89, je me rappelle, un homme vient au tribunal c'est un père incestueux, il arrive en mobilette, et à l'époque, il pensait repartir en mobilette après une admonestation. C'est-à-dire que c'était pour vous montrer que dans les années 80, la fin des années 80, en termes d'imaginaire, l'inceste était considéré comme quelque chose, à la limite, une infraction, mais qui était relativement secondaire, puisque la personne pensait repartir avec sa mobilette. Or, c'est là où ça a tourné, la sentence est tombée, 10 ans de prison d'incarcération. Et donc, la personne ne comprenait pas. C'est un moment où ça a basculé, c'est-à-dire tout d'un coup, les victimes ont été entendues, mais la question, c'est, étant entendues, qu'est-ce que ça veut dire qu'on les a entendues? Et le risque, je me suis rendu compte par la suite, c'était un discours social qui disait le tribunal est nécessaire pour que les victimes soient entendues. En quoi le tribunal est nécessaire et en quoi le tribunal, le fait que la victime puisse être entendue, ça implique quoi? Le fait qu'elle puisse être entendue, qui doit l'entendre? Est-ce que c'est le juge, c'est-à-dire c'est la sentence qui va être au premier plan, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de personnes, dont la mère de la victime, dont la famille de la victime, dont les amis de la victime, puissent entendre la souffrance de cette personne et, étant entendu, rétablir le lien avec cette personne parce que pouvant se libérer de la question du secret. Donc un point très important, c'est la libération par rapport au secret au niveau du tribunal, mais ce n'est pas la sentence en elle-même
qui va libérer du secret. Il faut que cette parole qui va être échangée au niveau du tribunal puisse faire écho sur des relations humaines sincères. Sinon, il y a un risque, évidemment, que la personne parle de tout ce qui lui est arrivé dans l'intime. Et à ce moment-là, si ce n'est pas accueilli par des relations vivantes, la personne va être retraumatisée par ce qui se passe au niveau du tribunal. Le tribunal en soi n'est pas thérapeutique. Ce qui est thérapeutique, c'est de pouvoir se libérer du secret et que cette libération du secret puisse être entendue par d'autres avec un partage affectif et que la dignité de la personne puisse être reconnue. Donc là, pour moi, ça a été au début ce changement de regard pendant des années. Et ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que pendant des années, j'ai travaillé en milieu pénitentiaire, donc avec des pères abuseurs. Et je me suis dit, là, quand on commençait à monter l'image du monstre en tant que père abuseur, les gens que j'avais en face de moi, je voyais le décalage entre ces êtres humains blessés, paumés, qui pouvaient se comporter comme des monstres, mais qui n'en étaient pas en termes identitaires. Leur identité ne se réduisait pas à ça. Et à ce moment-là, il y a une montée en puissance de ce discours qui fait que comment peut-on aider les victimes ensuite à pouvoir percevoir qu'elles ont eu des liens sincères et authentiques avec ces hommes, ces pères, avant que ça dérape et que ça devienne des relations qui détruisent leur subjectivité. C'était une vraie question et malheureusement, je trouve que socialement, il n'y a pas tellement eu de réponse. Il y a une montée en puissance d'un discours social en disant il faut être du côté des victimes, mais pour aider les gens à sortir du côté des victimes et à ne pas être enfermés dans le statut de victime de manière chronique, de retrouver son humanité après avoir été victime, il faut aussi que les abuseurs sortent de cette stigmatisation de monstres dans lequel ils sont pris en termes identitaires. Il faut percevoir les comportements de destruction, les comportements monstrueux qu'ils ont eus, mais percevoir aussi que leur identité ne se réduit pas à ça. Sinon, la victime va être enfermée dans des discours sociaux dans lesquels la violence va rester illimitée. Il n'y aura pas la possibilité de sortir de ces mondes. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que si l'inceste détruit les relations, si ces mondes traumatiques qui sont en relation avec l'inceste détruisent les relations, eh ben, tant qu'on est pris dans cette logique dans laquelle les relations ne peuvent pas émerger, eh bien, on reste dans ce monde de l'inceste malgré ces tentatives de solution judiciaire. Donc ça, pour moi, ça a vraiment été très, très important. Et ensuite, pendant des années, donc j'étais expert et j'ai vu les victimes expertisées et suivi aussi en thérapie des victimes. Donc on pourrait dire, j'ai commencé par les abuseurs avant de travailler avec les victimes. Et je me suis dit, mais comment peut-on rétablir du lien pour finalement sortir de ce monde de destruction? Parce que tant qu'on est dans le monde de la destruction, eh ben, on ne sort pas de l'abus, puisque cet abus, c'est de la destruction. Donc, l'idée, c'est comment peut-on en sortir, quels sont les chemins à prendre et quelles sont les impasses à éviter, malgré que des fois, on pense bien faire, mais on maintient ce système, on nourrit ce système qui empêche que la relation se mette en place. Donc ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Et le deuxième point, c'est de voir que ce monde incestueux, qui est un monde traumatique, a des effets évidemment sur l'abuseur, mais il a des effets sur toutes les relations. Il a aussi des effets sur les relations de la mère de la jeune fille qui a été abusée, quand cette jeune fille qui est abusée. C'est-à-dire il a des effets sur toutes les relations. Il va avoir des effets sur la relation qui vont modifier la perception ou la capacité à défendre et à protéger l'autre. Donc ces mondes traumatiques ont des effets relationnels terribles parce qu'ils amènent des ruptures relationnelles dans lesquelles chacun est isolé et se sent seul et abandonné. Et si on ne peut pas retravailler la question des effets de ce monde traumatique dans les relations humaines, eh bien, les relations humaines ne peuvent pas être établies parce qu'on va penser au niveau identitaire. L'abuseur, c'est identitaire. La maman qui n'a pas suffisamment protégé sa fille, c'est identitaire, elle ne m'aime pas. Et la jeune fille va dire, je ne suis pas une bonne personne, pourquoi c'est moi qui l'a incesté? Il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Chacun est bloqué dans son identité fixe qui le détruit parce que la relation qui représente la vie ne peut pas se remettre en place à cause de l'effet de ce monde traumatique. Et le rôle, on pourrait dire, du soin, c'est de pouvoir constater cette souffrance, mais on peut sortir de ce monde de souffrance à partir du moment où on perçoit que l'autre ne se réduit pas au comportement qu'il a eu.
C'est ce que je dirais que pour moi qui est très important, séparer la relation à l'autre de la relation avec ce comportement qu'il a eu qui est un comportement destructeur chez chacun. C'est voilà ce que j'avais envie de dire. Merci Julien. Je vais rebondir sur un certain nombre de choses qui me semblent essentielles et qui ont fait partie du travail, comme je dis, qui m'a amené à m'intéresser au psychotraumatisme très tôt et, euh, et aux effets psychopathologiques du psychotraumatisme et de cette question centrale qui est vraiment fondamentale pour moi et qui guide toute mon histoire est euh, euh, avoir été victime de, de s'être, d'avoir dû se développer dans ce monde-là, comment c'est passé d'avoir été victime à, à retrouver le sens de la vie ou à trouver le sens de la vie, c'est-à-dire comment mettre en œuvre le processus de dévictimisation. Alors, je vais reprendre, si tu permets, là, quelques points sur la question du secret. J'ai réfléchi longtemps sur la question du secret et je réfléchis sur cette question. Ce qui est difficile, c'est que lorsque l'on parle, enfin, je parle à partir de ma propre expérience, et je me dis sur la question du secret de quoi j'aurais besoin. J'aurais eu besoin d'une écoute extérieure qui, à la fois, me permette de lever le secret de l'abus de mon grand-père et en même temps qui respecte le secret nécessaire, c'est-à-dire l'intimité et la pudeur nécessaires à la construction familiale. Et que le fait que lever le secret, à la fois, c'est prendre le risque, non seulement de dénoncer le grand-père, qui, comme il savait que je savais, euh, mettait en œuvre tout ce qu'il fallait pour me disqualifier aux yeux de mes parents, et qu'en coulisses, euh, il disqualifiait que je pouvais observer et qu'il savait que je pouvais parler. Je vais même dire, hein, très simplement, parce que ça me semble important, hein, jusqu'un jour à me bloquer dans un coin, vouloir me frapper et me traiter d'assassin et que je finirais en prison, qui est revenu dans des cauchemars et des cauchemars d'abus pendant des années et des années, que j'aurais voulu, et ce qu'aurait été besoin, c'est à la fois de pouvoir dénoncer l'inacceptable et la violence, et en même temps le respect de cette pudeur et de cet intime. Et aujourd'hui, je dirais, même si je me suis développé dans cette famille-là, je tiens à dire que pour rien au monde, je remettrai en cause la famille, dans le sens où je pense qu'une structure familiale est absolument nécessaire et que le chemin à faire est un chemin qui doit être dans l'acceptation, qui va être comment être dans l'acceptation que cette histoire-là, et ça me semble fondamental, que cette histoire-là est une histoire qui a, pardonnez-moi, je vais dire peut-être quelque chose qui peut heurter vos oreilles, mais qui, dans l'expérience humaine, a quelque chose de commun et de banal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas à la fois dire et parler de la fréquence de l'inceste dans la population, dans la société, et en même temps diaboliser le phénomène de l'inceste. Le diaboliser, pour moi, c'est me condamner, j'allais dire, à la, à la prison victimaire à perpétuité. Et toute mon existence, bien sûr, au niveau de ma famille, je n'ai pas réussi. Bien sûr, cette vision
de l'inacceptable qui se transforme en idéologie de la bien-pensance, c'est celle qui m'a fait taire et qui fait que j'ai essayé de me soumettre à la représentation sociale et qui fait qu'en fait, ça n'a fait que d'entretenir et d'aggraver les choses. Et je crois que c'est vraiment fondamental de comprendre que le respect, le respect de la souffrance passe par le respect que l'abus, la maltraitance, y compris si elle est extrême, fait partie de l'expérience humaine. Et qu'à partir du moment où on monte ce mal en diabolisation, la diabolisation ne fait que de nourrir la violence de l'abus. Et qu'en retour, le risque pris est qu'elle se généralise non seulement aux membres de la famille, mais aussi que ce monde de l'inceste c'est prendre le risque que ce monde de l'inceste va avoir des effets en transgénérationnel. Je vais rebondir et te repasser la parole sur la question de la diabolisation. Pour moi, c'est important aussi de dire que le cri, c'est pas la parole. Le cri, c'est justement le cri qui demande à être entendu et qui, en même temps, est dans la conviction que, isolé dans un scénario de seul au monde, personne ne peut entendre. La parole, c'est que l'autre puisse accueillir et recevoir dans le non-jugement, dans le recueil, dans le respect, ce qui a provoqué la souffrance, la détresse, et sans avoir à prendre position. Pourquoi? Parce que, comme a dit Julien fort justement, à partir du moment où on diabolise l'acte, ça veut dire que tout ce qu'il y a d'humain à côté n'est plus accessible. Or, pour sortir de l'emprise victimaire, ça nécessite de pouvoir se relier à la dimension humaine. Et je vais même aller plus loin. C'est que les anthropologues ont bien montré et les ethnologues ont bien montré que l'inceste est un phénomène de ce que j'appelle le collectif intime, pour dire que c'est à la fois la famille et les intimes qui sont autour de la famille. Hein, puisque c'est les oncles, les tantes, les grands-parents, mais c'est aussi les amis proches. Et pas uniquement les parents et les frères et sœurs. Et si nous partons de l'idée que nous, êtres humains, nous sommes des êtres d'appartenance et des êtres en relation, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous avons besoin, pour nous construire, d'appartenir à un collectif intime. Et que si à ce moment-là, il n'y a plus dans ce collectif qu'une représentation de ce collectif comme une représentation d'enfermement dans la maltraitance et la destruction, alors il n'y a plus de possibilité de pouvoir renaître et d'être condamné à l'enfermement. Et je vais te repasser la parole, j'ajouterai, quand Julien parle du monstre et de la question de la judiciarisation, si je prends la chanson de Barbara, L'Aigle Noir, le monde de l'inceste, c'est l'Aigle Noir. Si je prends le roman La Famiglia Grande de Camille Kouchner, le monstre, c'est l'hydre. Et l'hydre ou l'aigle noir ne disparaîtront jamais par un jugement au tribunal. Or, pour pouvoir renaître
pour pouvoir renaître d'une histoire dans laquelle le monde traumatique est présent et que l'inceste, à travers l'acte, a soit son emprise sur tous les membres de la famille et au-delà, et peut-être parfois au-delà, le monstre, il est l'expression du monde de l'inceste. Et il ne peut pas être réduit à l'acte. Est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Pour moi, c'est vraiment un point hyper important dans le travail. C'est-à-dire s'il y a une confusion entre le monde de l'inceste et la personne qui inceste, c'est-à-dire entre ce monde traumatique et c'est un monde qui amène l'autre à avoir ce comportement-là, si on confond l'identité de l'abuseur avec du père, avec ce comportement, cette action en termes d'abus, les deux sont totalement liés. Donc on va voir ce qui amène à faire la confusion. Parce qu'un des effets du trauma, c'est justement d'amener une confusion sur ça. Oui. Hein, c'est ce qu'on est pris dans le trauma, on est pris dans cette confusion entre ces deux dimensions qui sont le monde de l'inceste et l'acte tel qu'il se passe. C'est un effet directement du trauma. Et cet effet est d'autant plus important, évidemment, que ce monde du trauma a des effets aussi sur les personnes, sur ce collectif, sur la mère, par exemple, qui sera dans l'incapacité de protéger sa fille et où elle va se sentir abandonnée et penser qu'elle mérite son sort du fait de ce manque de protection. Alors, si on reprend cette différence entre le monde de l'inceste et cet acte d'inceste, c'est la même chose que la différence entre le père incestueux en termes d'identité et les actes qu'il a posés, qui sont les actes évidemment totalement répréhensibles. Mais si ces actes nous empêchent de percevoir l'humanité du père, que cette humanité disparaît à jamais, à ce moment-là, on est coincé en tant que victime dans le monde traumatique et on ne peut pas s'en libérer. Et ce qui est difficile dans les discours sociaux qui montent en puissance depuis des années, qui ont tendance à diaboliser l'identité de l'abuseur, c'est quelqu'un comme s'il était, on ne pouvait plus le toucher parce que c'était quelqu'un qui portait en soi le mal. À partir de ce moment-là, les victimes sont coincées dans le cri et non plus dans la parole. Elles ne peuvent plus retrouver la parole. Donc l'idée, c'est comment peut-on aider ces victimes à retrouver la parole et à retrouver leur subjectivité qui a été abîmée par cet acte ignoble. Le premier point pour moi qui me paraît important, c'est d'avoir d'abord cette dimension de repérage au niveau culturel, dans la culture dans laquelle on est, entre l'intention et l'action. Donc on ne perçoit pas cette différence entre l'intention et l'action et qu'on réduit l'intention à des actions négatives et on croit que l'autre est réduit à cet acte, il n'est que ça, la victime est enfermée à l'intérieur. Ce qui va aider, c'est à la fois un travail d'explication, un travail au niveau de la culture, pour arriver à percevoir la différence entre les deux. Et deuxièmement, le travail avec les proches, avec les tiers sécures qui ont fait défaut au moment de l'abus, en particulier en termes maternels pour la jeune fille. C'est qu'à partir du moment où la jeune fille va pouvoir percevoir que même si sa mère n'a pas posé les actes en termes d'action qu'aurait pu empêcher, elle avait l'intention de pouvoir protéger sa fille. C'est ça qui va être extrêmement aidant et de travailler cette dimension-là en premier, associée à la dimension de la culture par rapport au sens de ce que c'est qu'un abus, est pour moi assez fondamental avant de travailler directement la relation avec l'abuseur. Car si on commence à travailler la relation avec l'abuseur, étant pris dans l'abus, l'abus c'est de la haine. Et donc, la réaction normale, c'est de réagir en termes de haine vis-à-vis de l'autre. Mais si on est enfermé là-dedans, ça va être aussi de la haine vis-à-vis de soi. On est coincé dans ce monde-là. Il faut réintroduire du tiers. Et le tiers ne peut être introduit qu'à partir du moment où on est dans un monde où on ne réduit pas les actions aux intentions. Si on réduit les actions aux intentions, c'est là qu'on est pris dans ces montages diaboliques et ces phénomènes de purification et qui amènent les victimes à être coincées dans les cris sans avoir la capacité de reprendre la parole pour parler de leur propre expérience humaine. C'est vraiment ça pour moi le point important. Et malheureusement, ce discours-là, socialement, est quand même très peu développé parce que même quand des livres aussi bien faits, intelligents, comme La Familia Grande de Camille Kouchner est écrit, où on voit la finesse d'analyse,
et s'il y a quelqu'un qui est totalement en dehors de ce monde de la violence, du rejet et du montage diabolique, c'est bien elle dans le livre. Les, les commentaires qui ont été faits sur le livre, c'est des commentaires où on a l'impression que Camille Kouchner est en train de nous montrer qui est le diable et comment elle arrive à déconstruire le diable parce qu'elle avait une position privilégiée d'observatrice. Ce n'est pas du tout le sens du livre. Et voir comment un témoignage ne peut pas être entendu, c'est vraiment angoissant parce qu'on se dit comment un beau livre comme ça, les commentaires qui ont été faits, c'était des commentaires sur la montée en puissance, d'un côté les victimes, de l'autre côté le diable qui était manipulateur, mais ça au niveau identitaire. Et donc, c'est des gens qu'on ne peut plus voir, il faut les rejeter partout, ils doivent être exclus de la dimension sociale. Et à ce moment-là, on ne voit pas très bien comment la victime va pouvoir retrouver son humanité. Le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que la difficulté de l'inceste, c'est que c'est au sein d'un lien d'amour, d'un lien d'attachement, où dans l'éducation, le père et la mère ont transmis des valeurs humaines aux enfants, qu'a lieu cette transgression. C'est-à-dire que cette transgression va attaquer les valeurs à l'intérieur même. Ce n'est pas une attaque extérieure, c'est de l'intérieur que va avoir lieu cette attaque, ce qui est très très difficile et ce qui va augmenter évidemment la dimension de la honte et de la culpabilité chez la victime. Comment peut-on redonner sens aux valeurs qui ont été attaquées dans la mesure où la personne qui a fait, on pourrait dire, la transgression est elle-même quelqu'un qui a transmis l'importance de ces valeurs pour que les relations soient humaines. Il y a ces deux dimensions qui sont très importantes. Oui. Je vais rebondir sur la question de la transgression et sur la question de l'amour. Je crois que c'est quand même, si vous me permettez, je vais remettre en lien ce qu'a dit Julien avec ma propre histoire. La transgression, si je le dis aujourd'hui, elle va créer un effet de souillure, et que cet effet de souillure, c'est un effet, en tout cas tel que je peux en témoigner, qui est un effet très corporel. Mais ce n'est pas un effet corporel du corps matériel, c'est un effet corporel du corps en relation. Et, et cet effet de souillure, je peux en témoigner dans le sens où, à une époque de ma vie, même le fait de me laver était impossible pour moi. C'est-à-dire que le fait d'avoir le moindre contact corporel était de l'ordre de la réactivation traumatique et de l'inacceptable. Alors que je répète, ce n'est pas moi qui ai été abusé. La deuxième chose qui me semble importante, c'est, comme tu as dit, Julien, il y a quelque chose dans la réflexion qui est effectivement très, très en lien avec, en termes de résonance avec ce qui se passe, avec ce qui se passe actuellement. C'est que dans la position de mes parents, qui avaient vécu dans leur histoire la perte de leur mère et un scénario d'effondrement affectif, et particulièrement ma mère, s'est accrochée à l'existence de la... Et surtout que c'était important à l'époque, c'était la réussite familiale. Et la réussite familiale était chez mes deux parents. Et en fait, cette réussite familiale, bien sûr, était validée par la représentation sociale. Et qui me semble, et bien sûr, validée par la représentation sociale, elle est exprimée par un discours normatif de bien-pensance, c'est-à-dire en d'autres termes, de famille idéalisée et dans la réussite sociale. Or, ce qui me semble fondamental, là encore, c'est que la bien-pensance n'est pas la bienveillance.
la bien-pensance, c'est pour moi un véhicule de la maltraitance. Pourquoi? Parce qu'elle laisse entendre que le mal, c'est l'autre. Et que c'est au nom de cette bien-pensance qu'à ce moment-là, il y a une incapacité à réaccueillir le mal dans l'ensemble de l'expérience humaine. Et je peux témoigner que dans mon histoire, l'amour était présent, sauf que tant que la diabolisation est sur le devant de la scène, le lien avec l'amour est impossible. Alors que ça va être la reconnexion avec ce qu'il y a de relations, d'expériences, de moments d'amour, de, comment dirais-je moi, oui, de moments d'amour, de reconnaissance, des moments de partage en dehors de l'emprise incestueuse. C'est dans ces moments que va pouvoir se reconnecter à des expériences de vie et, et c'est fondamental parce qu'on oublie quand même quelque chose, c'est que, je veux dire, on ne se, comment dirais-je moi, c'est l'expression du monde traumatique qui nous maltraite et qui nous met en souffrance, je veux dire, et qui crée la pathologie chez nous. C'est pas la pathologie qui est première. Ça, c'est un premier point fondamental. Et donc, le chemin à parcourir, c'est de déconstruire l'emprise du monde traumatique sur sa vie. Et pour déconstruire l'emprise du monde traumatique sur sa vie, c'est comment se reconnecter, y compris à l'intérieur de sa famille, pour reconstruire et réintégrer son histoire familiale dans ma propre histoire de vie, c'est comment se reconnecter au moment de relation, d'amour et à ces moments de partage. C'est aussi de percevoir des choses qui aujourd'hui me semblent importantes. Je vais prendre, si vous me permettez, l'exemple de la situation de mon grand-père. Poilu de la guerre 14-18, blessé, gazé, il a fui. C'est-à-dire, il était évident qu'il y avait un impact traumatique majeur et qu'il n'a pas choisi d'être au front. Il perd sa femme très tôt et ouvrier, il renonce à se marier, à se remarier. Il se met dans une position sacrificielle pour ses enfants. En fait, la position sacrificielle, et vous voyez où est la représentation sociale, c'est qu'il va permettre à mon père, par son sacrifice, de devenir ingénieur et chef d'entreprise où il était ouvrier. Sauf que le retour est que ce sacrifice, c'est comme si il avait fallu qu'il fasse payer la note en s'appropriant en retour, je veux dire, le pouvoir sur la famille et le pouvoir sur mes sœurs. Et ce qui m'a permis de faire le travail, c'est à partir du moment où j'ai réussi à le dédiaboliser et à de voir le degré de misère affective, c'est-à-dire le côté misérablement humain de sa vie affective, et non plus le monstre qu'il pouvait être et qui m'a violenté et qui a violenté mes sœurs et mes frères aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, c'est ce travail de dédiabolisation, et c'est à partir du moment où j'ai pu le voir comme un être misérable affectivement, qu'à ce moment-là, en le réhumanisant, je peux l'intégrer dans mon histoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'ai pu voir de la part de mes parents qu'à partir du moment où ils étaient dans un scénario d'effondrement, ce qui n'excuse pas qu'ils auraient dû
comment dirais-je moi, probablement témoigner ou dire stop. Et, et, et peut-être œuvrer, changer les choses. Et en même temps, à partir du moment où vous avez vécu un scénario d'effondrement dans lequel l'inceste s'est invité, ce scénario d'effondrement, c'est humainement parlant, impossible de remettre l'effondrement, de redevenir acteur d'un effondrement quand vous avez été traumatisé par un effondrement. Donc, ça veut dire que c'est là encore le conflit entre maintenir l'équilibre qui permet d'avoir reconstruit sur une base d'effondrement ou prendre le risque de repartir dans l'effondrement. Et je me dis que ça, c'est de l'ordre de l'impensable. Même si en retour, ça n'accepte la conséquence est d'avoir été en défaut de protection. Et ce qui me semble important, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que si je prends maintenant l'espace sociétal, dans mon histoire, je peux vous dire que dans l'espace sociétal, la seule écoute que j'ai pu avoir, la véritable écoute, cette écoute qui est l'écoute de respect, dans laquelle j'ai pu témoigner de ma détresse, n'est venue que d'adultes qui étaient en position marginale par rapport au discours de bien-pensance ambiant. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'université ou que ce soit après dans la vie professionnelle, maintes fois, je me suis retrouvé face à un discours de bien-pensance qui était du même ordre en termes de maltraitance que ce que j'avais pu vivre dans l'histoire familiale. Parce que ce discours de bien-pensance n'est pas, je répète, une relation de bienveillance. Et c'est dans cette relation de bienveillance, qui est d'abord le respect de l'intime, et qu'ensuite, dans ce respect de l'intime, puisse commencer à se construire dans le témoignage et dans la rencontre humaine, se construire une base d'attachement sécure qui permette à ce moment-là de se déployer dans une renaissance, c'est-à-dire dans un mouvement de plus que de résilience, de croissance post-traumatique. C'est dans ce mouvement-là qu'à ce moment-là devient possible d'exister comme être vivant, c'est-à-dire d'être en phase, comment dirais-je moi, avec d'être, je vais le dire comme ça, d'être ce que je suis, et de ce que je suis, il rentre, et ça c'est fondamental, par réhabiter son corps comme corps en relation, c'est-à-dire comme corps relationnel avec, dans la relation à l'autre, à soi-même et au monde. Je vais reprendre, si je peux reprendre un point particulier, ce que tu disais au départ sur les effets du trauma. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des récipients vides. C'est ce que dit White, par exemple. C'est-à-dire que si on croit qu'on est des récipients vides, à ce moment-là, le trauma envahit tout et on ne voit pas ce qui résiste au trauma. Et ce qui est très, très important, c'est de regarder les effets du trauma et s'intéresser à comment la personne a modifié la vie du trauma dans sa vie. C'est-à-dire qu'après, mettons le début de l'inceste, la personne, lorsque son père allait se balader, elle disait non, je ne vais pas me balader ensemble, ou bien fermer telle porte à clé, ou bien avait modifié telle ou telle interaction. Tout ce qui a été modifié, ça montre qu'il y a une limite au pouvoir du trauma sur la vie de la personne. Est-ce que derrière ces limites, on va pouvoir retravailler la dimension intentionnelle? Quelle était l'intention du sujet par rapport lorsque il a décidé, par exemple, ne pas aller se balader avec son père, cette jeune fille d'aller se balader avec son père dehors, comme elle avait l'habitude, mettons, pour promener le chien. Donc, derrière toutes ces petites modifications en termes d'action, qui sont les effets de la manière dont la personne a réagi aux effets du trauma sur sa vie, on va pouvoir retrouver une dimension intentionnelle. Et cette dimension intentionnelle, on va pouvoir la retrouver parce qu'il y a une persistance de la relation, parce que la relation a été mise de côté. Mais si on ne retrouve pas la relation, comme tu viens de dire justement, chez la personne, elle va être enfermée dans une culpabilité massive parce qu'elle aura imaginé, elle n'arrive pas à imaginer qu'elle a pu prendre des initiatives pour faire continuer à exister la vie en dehors de ce monde traumatique. Sinon, c'est le monde traumatique qui est le dernier mot. Et si le monde traumatique est le dernier mot, la thérapie est impossible et la personne va être enfermée à vie
dans ce monde-là, la renaissance n'est pas possible. Et je rejoins tout à fait ce que tu dis. Le pouvoir du monde traumatique, il est de construire, et du monde de l'inceste, il est de construire un monde sans limite temporelle, sans limite spatiale, et qui exerce sa toute-puissance sur la relation humaine, et qui crée une illusion de toute-puissance sur la relation qui est elle aussi sans limite. Et donc, si vous voulez, ce sans limite déjà construit un monde qui a un pouvoir de toute puissance et d'emprise. Et le processus de dédiabolisation est quelque chose de tout à fait, est un processus tout à fait fondamental pour se reconnecter à ce qu'il y a de vivant en nous et de reprendre le chemin, quand je dis de la croissance post-traumatique, c'est-à-dire le chemin qui va être un chemin qui va être animé par la question du sens de la vie. Si j'ai développé tout ce que j'ai développé aujourd'hui et tout le chemin que j'ai parcouru, c'est que je sais aujourd'hui qu'il y a toujours eu, même au plus sombre du sombre, je vais prendre la formule d'une patiente que j'ai vue et qui m'a dit, c'est la vitalité vivante. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu au fond de moi une flamme de vie, une énergie de vie qui, même dans les moments les plus sombres, je veux dire l'emprise du monde traumatique et l'emprise de l'inceste n'ont jamais réussi à éteindre cette flamme de vie. Et c'est cette flamme de vie, cette vitalité vivante qui a animé et continue à animer malgré les traversées et qui anime mon existence. Et sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je pense que ce qui est vraiment central, c'est de pouvoir honorer cette flamme de vie. Oui. Et avoir des approches qui puissent permettre de donner sens et d'honorer la manière dont la personne est restée connectée avec cette flamme de vie et essayer de le faire grandir dans ses relations. Et c'est à partir de là qu'il y a une renaissance qui est possible. Évidemment, cette flamme de vie est quelque chose qui, comme tu dis, résiste au pouvoir absolu de ce qui est vécu dans l'abus et dans l'inceste. L'inceste ne peut jamais être à 100%. Il y a toujours des zones de résistance au pouvoir de l'inceste sur la vie. Et c'est là où il y a cette résistance, où il y a des intentions par rapport à cette résistance, que l'on va retrouver des initiatives qui sont prises pour honorer cette femme de vie et la faire exister. Ça me paraît vraiment un truc qui est vraiment central dans la prise en charge thérapeutique. Et si je rebondis sur ce que tu dis, ce qui m'a permis d'être en lien dans le seul au monde, c'est à travers les livres, c'est à travers l'expérience. Dès tout petit, l'expérience de la transhypnotique, car c'était la seule manière de venir me reconnecter dans mon monde, mais sauf, et ça c'est un élément important, c'était une transe seule et pas en lien. C'était ma passion pour le sport et ma passion pour les jeux. Quand je dis les jeux, c'est toutes les formes, hein, c'est pas les jeux d'argent. Et s'il n'y avait pas eu, cette possibilité à travers les livres, les jeux de sport et la transe, de cultiver cette flamme de vie, et c'est ce qui m'a permis de la cultiver, eh bien, effectivement, je sais pas, je répète, je ne sais pas si je serai là aujourd'hui. On peut dire les choses comme ça. Oui. C'est parce que toutes ces initiatives ont été possibles, voilà, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la relation
qui a pu être Voilà, partagé par exactement. rapport à cette vie qui était restée présente en toi. Oui. Ça peut être passé à travers la transe, et ensuite en relation à travers la transe, mais aussi les lectures, c'est Voilà. aussi les jeux. Tu vois, C'est c'est ça, toutes oui. ces dimensions-là qui sont passées, même si tu étais organisateur, mais Voilà, tu as oui. vu, il y a eu quelque chose de partagé Voilà. dans la relation grâce à tout ça. Mais ça a été possible que dans la mesure, tu vois, où tes prises d'initiative étaient en lien avec cette flamme dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire, si on était dans un monde où le trauma détruit à 100%, il n'est pas possible, à ce moment-là, d'avoir une capacité de, de reprendre la main, on pourrait dire, si on prend la métaphore des jeux par rapport aux jeux de cartes, et de reprendre la main, c'est-à-dire d'avoir des nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir parce que des relations vont revenir et qui sont des relations, non pas des relations d'emprise, mais c'est des relations dans lesquelles le respect est présent, même si au début, ça peut être le respect par rapport aux règles dans le jeu, mais c'est le respect est présent. Et donc, il y a une limite au pouvoir de chacun par rapport à l'autre. Et ensuite, on peut aussi se réjouir que l'autre soit présent dans ce jeu. Et c'est dans cette présence qu'à ce moment-là, la rencontre est possible. Exactement. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et c'est au moment où cette rencontre est possible qu'on touche du doigt un changement de la sortie, on pourrait dire, de la force et de l'influence de ce monde traumatique sur la vie de la personne. Elle va se dégager de ce pouvoir dans lequel elle est enfermée. Et je crois que vraiment, oui. Et cet enfermement, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et qui est quand même une question centrale. C'est la question de la posture d'autorité. Et que, en fait, l'emprise traumatique et l'emprise de l'inceste dans le monde traumatique, je veux dire, s'inscrit dans la défaillance d'une posture d'autorité. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la défaillance de la posture d'autorité va participer de la toute-puissance du monde de l'inceste et du monde traumatique. On met le doigt sur un truc qui me paraît central dans le monde moderne, hein. Ouais. C'est cette défaillance de l'autorité, de la parole qui fait autorité, Oui. qui a été remplacée par des collectifs d'experts. Voilà. Qui parlent Julien, sur, Eric, par relation. je vais vous laisser terminer. On va bientôt passer aux questions, Ouais. si ça vous convient. Oui, Si c'est OK. vous voulez Je suis OK rajouter pour les questions. encore On une continuera à minute ou partir des deux, questions. Ça si, fait 1 heure. Là. vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions, n'hésitez pas. Non, Ou on on passe reprendra dans directement aux les questions. questions. C'est tout ce que vient de dire Ouais, Eric qui paraît central, hein, par rapport à cette renaissance. ça marche. Bon, très bien. On va commencer déjà par vous remercier pour cet échange tout en authenticité. Alors, il y a eu de nombreuses questions. Bien évidemment, certaines portent sur les questions de comment s'y prendre, de thérapie, puisqu'on a affaire à de nombreux participants qui sont eux-mêmes thérapeutes. Mais avant d'y venir, peut-être reprendre par le début, on va dire. Et il y a des besoins de précision. Alors, à plusieurs reprises, vous en avez évidemment un peu parlé, mais peut-être qu'on peut revenir un peu dessus. À plusieurs reprises, vous abordez la question de la notion de monde. Monde de l'inceste, monde de la destruction, monde traumatique. Certains d'entre nous auraient besoin peut-être de pouvoir repréciser un petit peu ce que vous entendez finalement par monde. Est-ce qu'on peut démarrer par ça? On vit tous, on a tous une relation au monde, on vit dans le monde. Et si on vit par exemple dans le monde, si je vis dans le monde de la guerre, parce qu'il y a de la guerre partout, ce monde de la guerre a de l'influence sur mes relations. Mes relations avec les autres vont être médiatisées par ce monde de la guerre. Si je vis dans un monde où la guerre est au premier plan. Et le fait que vivre dans ce monde-là, par exemple, ça m'amène à imaginer qu'on peut me trahir, les gens ne sont pas fiables, parce qu'on est dans ce monde de la guerre où il faut se méfier, par exemple, de la trahison. Il faut contrôler les situations. Donc, on voit bien que ce qu'on vit dans les relations avec les autres, la notion de monde, dit quelque chose des relations humaines. Le monde de la guerre dit quelque chose des relations humaines quand ces relations sont médiatisées par des discours de guerre.
On est enfermé à l'intérieur en termes de monde, et ce monde-là a de l'influence sur nos relations. Ainsi, à un moment donné, j'ai eu énormément d'expériences où j'ai été, mettons, méprisé. Il y a le monde du mépris qui va porter avec lui, pas simplement la personne qui était avec moi, mais aussi toutes ces relations dans lesquelles j'étais pris, et je vais être enfermé là-dedans, et ça va avoir de l'influence sur la manière, par exemple, dont je vais percevoir la relation avec les autres, la manière dont les autres vont interagir avec moi. Tant que je n'avais pas réussi à me libérer de ce monde-là, c'est-à-dire que ce qui va me coincer dans ce monde-là, c'est que je vais confondre l'action qu'a eu l'autre avec moi dans cette interaction de l'intention qu'il avait. C'est la confusion entre intention et action qui fait que je suis prisonnier de ce monde-là, et que ce monde-là acquiert du pouvoir dans ma relation avec les autres, et je crois que les autres eux-mêmes font partie de ce monde. Je ne perçois les autres qu'à travers ce monde-là. C'est-à-dire que dans une relation humaine, il est important de percevoir la relation humaine à partir du monde de la vie, c'est-à-dire avec quelqu'un en face dont on ne réduit pas les intentions à l'action, même si elle est extrêmement négative. Si on réduit l'un à l'autre, à ce moment-là, on est enfermé dans ce monde dans lequel l'autre est quelqu'un qui potentiellement veut me détruire, donc on aura tendance à le diaboliser. Je ne sais pas si ma Oui, réponse est suffisamment explicite. Tu as bien répondu. Si je prends par exemple Oui. le monde traumatique, si je prends le monde traumatique, c'est-à-dire que dans le monde traumatique, comme l'a par exemple illustré Cartman, on va osciller entre les trois positions de victime, bourreau, sauveur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est sur une vision interactionnelle, si je suis figé dans la position entre victime et sauveur, je vais finir bourreau. Et la bien-pensance, c'est le discours de figement entre la position victime-sauveur. Et le bourreau va devenir à ce moment-là un inquisiteur. Et si je suis figé entre la position, vous voyez, comment dirais-je moi, victime-bourreau, bah, je vais être en position de sauveur. Et la position de sauveur, elle va contenir la position de bourreau vis-à-vis de moi-même au minimum, ou vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, que je suis condamné à être dans un cercle d'interaction où je ne peux pas décoder la relation à l'autre et les intentions de l'autre autrement que sur cette grille de lecture-là. Et ça veut dire qu'on est dans un monde dans lequel il n'y a pas d'accordage corporel Voilà. avec l'autre. C'est un monde dans lequel on est seul et dans lequel donc on ne peut pas percevoir l'intention de l'autre d'avoir envie d'être en relation, mais de manière authentique. Et si je rebondis sur cette question des mondes traumatiques, l'autre triangle qui est extrêmement important à comprendre, c'est que le monde, je veux dire, l'inceste n'arrive pas, le scénario d'inceste n'arrive pas par hasard. Il y a déjà des troubles majeurs de l'attachement, où il y a déjà quelque chose de l'ordre de la perte et de l'effondrement. Or, dès lors que le soubassement, et le soubassement, les fondations sont sur la menace d'effondrement, ça veut dire que les gens vont être piégés entre l'abandon et la maltraitance. Or, l'existence c'est difficile à dire, mais c'est tout le travail de déconstruction après pour permettre aux gens. C'est que le problème est que malheureusement, la maltraitance est moins pire que l'abandon. Il y a vous parlez justement, si on reprend les questions merci pour ces précisions. Si on reprend la question justement de tout ce qui est de l'ordre des intentions, des actions et bien sûr et des effets de ce monde aussi chez la personne. Il y a une question intéressante justement, et je vois qu'il y a des personnes qui réagissent à ça, ils ont du mal à faire la distinction entre ce qu'on appelle intention et action. Et il y a une autre question derrière qui est aussi, est-ce que ce n'est pas une tendance de l'être humain, peut-être, en tout cas une tentative, de réduire les intentions de l'autre à ses actions, en fait? Alors, peut-être on peut peut-être essayer de répondre à cette deuxième question en particulier. Je dirais OK, je pense que c'est une tentation de l'être humain, c'est-à-dire de repérer le danger tout de suite. Et dans un premier temps, on a tendance à imaginer que quand l'action ne nous convient pas, il y a une intention négative derrière.
hein. C'est des réactions de survie, hein, avant de se poser et de se dire: «Est-ce que je ne me suis pas trompé?» Mais il est évident que c'est une réaction qu'on a tous en tant qu'être humain. On pourrait dire que c'est lié à cette dimension de, on pourrait dire entre guillemets, du monde de la peur. C'est-à-dire que tant qu'on ne connaît pas l'autre, il y a peur de l'inconnu. Et donc l'idée, c'est de repérer tout de suite, est-ce que cet inconnu, finalement, ne peut pas avoir, s'il rentre dans ma vie, des conséquences délétères. Hein. Donc pour le fait que l'être humain a une certaine difficulté à percevoir les intentions relationnelles de l'autre, je dirais OK. Et ça, c'est le monde, on pourrait dire, de la peur, qui nous empêche de percevoir de manière assez spontanée ces intentions relationnelles chez l'autre. On va d'abord penser que l'autre peut être une proie pour l'autre, hein, et ça fait partie de notre évolution. Donc ça, c'est pour le. Alors la première question, j'ai oublié le C'était premier elle thème. portait en fait, c'était encore une question de besoin un peu de préciser, tout le monde n'est pas forcément au clair sur les distinctions entre, Intention intention et et action. action. Voilà, Action, c'est ce que c'est tu ça. fais, tu vois. Et alors, ce qui est important de repérer, c'est que quand tu fais une action, à la fin, une fois que tu as fait cette action, est-ce que tu te dis finalement c'est ce que je voulais faire? Ou des fois, les gens se disent non, ce que je suis en train de faire, par rapport aux effets relationnels que ça a, ce n'était pas mon intention. Mmh. Hein. C'est-à-dire que l'intention vise la dimension relationnelle, Oui. c'est-à-dire que l'action qu'on va faire est une action qui nous permet d'avoir une vie relationnelle et avoir du sens à cette action. Une action a de sens, un objectif a de sens que quand il a des effets relationnels. S'il Mmh. a, au contraire, il n'y a OK. pas d'effet relationnel, je suis bloqué dans une action qui tourne à vide. Hein. C'est ce que, Eric, tu rappelais en disant que le travail de Janet, la différence entre l'action et l'acte. Pour qu'il y Mmh. ait un acte, il faut que l'action rejoigne la relation. Et toute la pathologie ou toute la souffrance psychique est liée à la rupture entre action et relation, parce que l'action n'est jamais terminée. Et la porte ouverte pour la relation, c'est quand même le monde intentionnel, c'est quand on perçoit l'intention relationnelle de l'autre, qu'on peut justement D'accord. baisser la garde, lâcher Mmh. prise, faire confiance, rentrer en relation, partager des expériences. Mais si on n'a pas cette lecture intentionnelle qui, dans le cas de l'hypnose, se lie à travers les processus d'accordage corporel. C'est à travers ce processus d'accordage corporel qu'on perçoit cette intention relationnelle de l'autre et que l'autre est en relation avec nous. C'est à partir de là que l'on peut construire un partage, un dialogue, Très une bien. capacité d'être avec l'autre et avec soi-même. Mmh. Si je D'accord. reprends, si je reprends Oui. maintenant l'inacceptable de l'inceste, c'est que l'abuseur laisse entendre que son intention est bonne, Ça. le père abuseur, que l'intention est bonne pour sa fille, si je prends dans cette sa fille qu'il abuse. Or, il laisse entendre que c'est une intention partagée, alors qu'en fait, son intention est bonne par rapport à lui, pas partagée. Or, quelque part, et c'est ça qui me semble fondamental à comprendre, c'est que c'est pas l'acte, c'est à travers l'acte, le poison est que l'abuseur projette son intention que c'est bon, bon pour soi, bon pour la famille, et qui projette cette intention chez la petite fille. Et que même, il peut l'amener à partager l'expérience corporelle comme quoi cette intention est bonne. Et à ce moment-là, ça veut dire que la confusion est que l'intention de l'abuseur, les effets attendus sont dans son espace, dans sa relation à lui-même et à son monde, et qu'il laisse entendre qu'elle est bonne dans la relation ensemble. Et ce qui va faire les effets dans le temps de trauma de l'inceste, c'est que c'est ce poison-là qui va continuer à perdurer dans le temps, et que les effets traumatiques dans le temps, c'est les effets de ce poison-là qui va continuer à exister et qui va continuer à agir dans le temps. C'est-à-dire cette confusion entre
l'intention de l'abuseur et, et l'intention de la victime qui n'est évidemment pas celle de l'intention de l'abuseur. Ou même si elle rejoint à ce moment-là l'intention de l'abuseur, elle ne rejoint l'intention que l'abuseur parce que l'abuseur laisse entendre, persuade que de partager son intention comme une intention commune est bonne pour les deux. Est-ce que on doit comprendre que la victime peut ou pourrait ou finit par, en fait, finalement, s'approprier l'intention de l'agresseur? Alors, je ne pense pas que la victime s'approprie l'intention de l'agresseur au sens de l'appropriation. Je dirais que ce qui va, de mon, ce que la victime, enfin, c'est pas, comment va impacter, c'est qu'elle va très vite, dès le début de l'acte, avoir la scène de ce qui va arriver et qu'elle va internaliser toute la scène de ce qui va arriver. Et évidemment, après, il va y avoir le phénomène de répétition qui va ancrer et amplifier cette scène. Et, et, et c'est justement toute cette scène qui est internalisée qui va continuer à perdurer, même une fois que l'inceste, il y aura, comment, le stop aura été mis. Et ça peut même être plus loin. J'ai vu avec certaines patientes, par exemple, arriver à 17-18 ans, dire stop, par exemple, hein, première rencontre avec un petit copain, stop, maintenant je ne veux plus, et tout d'un coup leur faire dire, mais je croyais que tu étais consentante. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. Et à ce moment-là, l'internalisation va avoir un effet encore pire en termes de culpabilité, parce qu'à ce moment-là, la jeune fille va se dire, mais si j'avais mis le stop avant, alors ça aurait pu s'arrêter plus tôt. Ce stop que ni l'abuseur est capable de mettre, ni l'entourage n'est capable de mettre à l'abuseur. Ce qui est très important, oui, juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Eric, ce qui est très important à ce moment-là, c'est de faire percevoir par rapport à cette notion de stop, c'est quand le stop tel qu'il a été mis dans la réassociation a été possible, c'est parce qu'il y a une relation qui était présente et qu'avant, il n'y avait pas de relation. Et c'est pour ça que malgré l'intention du stop, la personne imaginait que son intention de dire stop, que son intention, même s'il était exprimé, n'avait pas d'effet. Oui. Parce qu'il n'y a pas de relation qui peut attester. C'est au moment où une relation humaine se met en place, il y a une capacité à ce moment-là, chez le sujet, de se rendre compte que quand on dit stop, en termes d'action, l'autre perçoit l'intention du stop. Tandis qu'avant, il y avait déjà des stops qui avaient été mis, mais comme la relation n'était pas en place, l'abuseur ne percevait pas l'intention du stop. Exactement. C'est ça qui est derrière. Ce que je vous propose, parce qu'il y a eu aussi, excusez-moi, on va passer à un autre point. Il y a eu beaucoup de réactions aussi lorsque vous avez abordé la question d'idéologie de la bien-pensance. De la même manière, est-ce qu'il serait possible de dire peut-être encore quelques mots, et puis on en viendra après à des questions peut-être plus centrées sur la thérapie, mais dire quelques mots là-dessus et de pouvoir leur préciser pour ceux qui en auraient besoin. Ce qui est difficile, pour faire simple pour moi, ce qui est difficile dans l'idéologie de la bien-pensance, il y a des gens qui ne sont pas fréquentables et qu'on doit exclure, c'est-à-dire c'est au niveau du bien social d'avoir de la haine pour certaines personnes, puisque l'abus sexuel, c'est de la haine. Et tant qu'on reste dans un discours de haine, on reste prisonnier de l'abus. Donc, sous des allures de prendre position du côté de la victime, on va maintenir un cadre culturel qui va empêcher la victime de renouer des liens de vie qui vont lui permettre à nouveau d'entretenir la flamme.
hein, la petite flamme de vie qui est au fond. Car si je reste dans un monde où, suite au discours dominant qui disent on devrait exclure ce genre de personnes, ils n'ont pas le droit d'exister, un discours de haine, c'est-à-dire on n'humanise pas l'abuseur, mais au contraire on déshumanise l'abuseur, eh ben, je reste prisonnier de la haine. Or la haine, c'est le trauma. C'est-à-dire que ce que l'abuseur m'a transmis, c'est de la haine. Si j'ai de la haine pour lui, eh ben, je reste dans le trauma, je reste dépendant du trauma et de l'abus. Donc l'idée, dans ce que disait Éric, pour moi qui est vraiment extrêmement pertinent, c'est de séparer ce discours social qui dit je dis le bien, c'est-à-dire avec exclusion, mais permettre une vraie bienveillance, c'est-à-dire que même cet autre qui a des comportements atroces, on ne peut pas réduire son identité à ça. Parce que sinon, même la jeune fille, lorsqu'elle voit son père ce qu'il a fait, si elle pense qu'elle devrait avoir de la haine par rapport à cet homme, même l'amour qu'elle a pour lui et qu'elle garde en partie par rapport à d'autres situations, eh ben, elle a sali elle-même. Comme si elle se trahissait elle-même lorsqu'elle restait en lien avec de l'admiration ou de l'amour pour d'autres choses que ce comportement d'abus, comme si ce comportement d'abus avait tout envahi et qu'il n'y avait pas de possibilité de résistance. Comme si elle-même, du coup, n'avait pas résisté parce que c'est impossible. Et donc, on est en train, en vrai, de salir sa propre identité. Alors qu'on pense bien faire. Hein. Quand je parle de… Éric. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Quand je parle de l'idéologie de la bien-pensance, c'est que malheureusement, une des portes de sortie lorsque j'étais victime de, c'est de chercher à exister dans l'espace social, dans une construction victimaire, dans une identité victimaire. Et de demander à ce moment-là, et d'imposer à l'autre que la relation passe par non pas la reconnaissance d'avoir été victime de, mais de j'existe comme victime aujourd'hui, demain et à vie. Et à ce moment-là, j'impose en retour au regard de l'autre de me voir uniquement comme une victime ou un survivant de l'inceste, une survivante ou un survivant de l'inceste, à l'exclusion d'autres relations. Et à ce moment-là, cette manière d'imposer à l'autre ne fait que d'entretenir le scénario de maltraitance de l'agresseur. Et qu'en fait, cette exigence de la reconnaissance de la position victimaire comme position identitaire d'existence sociale devient en retour une position de maltraitance. Et qui à aucun moment ne va permettre la restauration du lien humain. Parce que pour la restauration du lien humain, ça nécessite une rencontre. Et que cette position et cette idéologie victimaire, cette identité victimaire va faire obstacle à la rencontre. C'est justement toute la difficulté et tout le travail et quelque chose qui est tout à fait fondamental dans le travail thérapeutique, ça va être justement, je reconnais je reconnais comment la personne, dans telle situation, qu'elle a vécu telle histoire, tels actes, a été victime de, et qu'en retour, elle en a souffert, et que peut-être elle en souffre encore. C'est ça, hein, le monde traumatique, c'est qu'il continue à perdurer. C'est les effets qui créent le monde traumatique. Et en retour, c'est comment je construis à partir de là, j'accompagne la personne dans un processus de dévictimisation, qui est le processus de sortir de l'emprise du monde traumatique, du monde de l'inceste, pour se reconnecter à la rencontre dans l'espace humain et au monde de la vie, c'est-à-dire retrouver la confiance dans la relation humaine. Le problème de la position victimaire, c'est
que l'autre ou les autres ne peuvent être que des sources de maltraitance. Donc ça va être la méfiance, ça va être le rejet, ça va être l'exclusion, ça va être l'enfermement. Donc on voit bien, on va fabriquer ce qu'on veut éviter. Voilà, et en retour, évidemment, hein, c'est ça la problématique, c'est qu'évidemment, la position victimaire va attirer les relations qui vont entretenir et justifier et valider. C'est ça. Donc, je veux dire, le problème de l'idéologie victimaire, c'est l'enfermement. Et l'errance dans les relations, puisque ça, à ce moment-là, ne sont possibles que des relations de maltraitance. À plusieurs, oui, à plusieurs reprises a été dit ou redit le fait qu'il s'agissait de distinguer l'abuseur et son acte, hein, pour synthétiser. Euh, on peut imaginer que parfois il peut être difficile, enfin nos expériences nous montrent parfois qu'il est difficile pour les victimes de pouvoir entendre cette chose, enfin pouvoir le concevoir. Il y a de nombreuses questions qui portent là-dessus, où bien sûr sans tout dérouler, tout un travail thérapeutique, ce serait bien trop long, mais peut-être comment est-ce qu'on peut la question était comment est-ce qu'on peut aider la victime dans ce sens, ou peut-être lui apprendre justement, ou lui faire comprendre, ou commencer à comprendre cette distinction qui va lui permettre de sortir justement dans le monde qui l'enferme. Et en fait, toute cette question repose justement sur le fait de figer l'identité abuseur et victime, qui fait que ça bloque tout processus relationnel. Si je prends l'exemple, j'ai donné un exemple clinique très rapide avec une patiente que j'avais accompagnée justement, dont son père avait abusé de ses sœurs, de ses neveux, et en même temps avait un comportement pédophile, puisqu'il avait aussi abusé de petits garçons et de petites filles en dehors de la famille. Et tout le travail avait été de comment vivre en étant la fille d'un père incestueux et pédophile. Et puis elle est revenue me voir, donc on avait fait le travail, elle est revenue me voir 15 ans après. Elle était extrêmement perturbée parce que elle n'avait pas vu son père depuis, elle avait rompu, avait coupé les liens avec son père. Et quand elle a su que son père avait un cancer et qu'il était en stade terminal, elle a voulu aller chercher dans la fin de vie de son père la rencontre avec le père qu'elle aurait aimé avoir. Et le problème est que dans cet accompagnement, elle a eu de la part de son père cette rencontre. L'ennui, c'est qu'à partir du moment où elle a eu cette rencontre père-fille, à ce moment-là, elle a, entre guillemets, ça l'a complètement déstabilisée parce qu'elle était à ce moment-là prise dans un double lien entre mais comment je peux recevoir et prendre appui sur cette rencontre, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que je valide et que je suis complice d'un père pédophile. Et donc à ce moment-là, vous voyez, ça n'était plus possible. Tant qu'on est sur le père, elle reste dans un scénario de double lien, c'est impossible, elle ne peut être que perturbée. Si on passe sur la relation, eh bien, j'ai donné cet exemple. Quand on a dit, mais la relation avec se perdre dans la relation père-fille, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est le regard de mon père. Ce regard-là qu'elle a vu à l'hôpital et qui a été cet échange de regards. Le père pédophile, elle m'a dit, ah, mais c'est ces comportements visqueux. Et vous voyez qu'à ce moment-là, en termes relationnels, le père incestueux et pédophile, elle le repère à une manière de mettre en relation à travers son attitude et son comportement son père, qui est totalement différent du père dans la relation père-fille. Mais vous comprenez que tant qu'on piège les deux types de relations sur la figure père, à ce moment-là, on est dans l'impossibilité. Donc tout le travail, c'est de relier sur comment s'exprime chez le père
la relation aimante père-fille et comment s'exprime chez le père la relation d'abuseur. Et ces deux relations-là ne s'expriment pas du tout et ne sont pas vécues et perçues de la même manière. Ouais. C'est vraiment fondamental. Il faut sortir du point de vue identitaire pour aller vers un point de vue relationnel. Mhm. Car tout le problème à travers ça était de l'amener non pas à être d'accord avec le comportement de son père, mais d'accepter de manière inconditionnelle que son père a été, à travers les relations, à la fois dans une relation père-fille dont elle a absolument besoin pour se reconstituer, et de l'autre, de père pédophile. C'est-à-dire que c'est à la fois inacceptable et à la fois fait partie de l'expérience de l'expérience de l'humain dans sa dimension de maltraitance, et y compris dans la dimension de maltraitance extrême, et que c'est comme ça que dans l'acceptation de l'humain, dans le principe d'analogie des contraires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bien, la bien-pensance, c'est l'illusion qu'il n'y a que le bien, le parfait, et que le mal est à retirer et que pourrait être exclu de l'expérience humaine. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le retour du mal par la porte. Et donc, c'est l'acceptation inconditionnelle, non pas d'être d'accord, mais l'acceptation que ça fait partie depuis le début de l'humanité, que l'expérience humaine contient aussi la maltraitance. Bien, Julien, Eric, il est déjà 20 heures. Alors malheureusement, bien sûr, il y avait encore de nombreuses questions, mais peut-être que ce sujet pourra avoir une suite dans le futur. C'est pas exclu, mais on va être respectueux des horaires. Stéphane, Oui, peut-être que ça peut être une bonne idée de poser la question. oui, et on la posera, voilà, ultérieurement. Mais il est fort possible que voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire et à échanger sur la question, bien évidemment. Mais comme je le disais, pour des raisons d'horaire, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie pour justement cette vision non manichéenne et je dirais non dichotomique de cette question qu'est l'inceste et du monde de l'inceste. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de participants. Bien évidemment, vous pourrez la revoir et revoir l'intervention et cet échange entre Eric et Julien. On va encore une fois vous remercier voilà, pour ces échanges, je veux dire, à la fois forts en profondeur et qui méritent encore d'y repenser, certainement de revoir encore une fois ce webinaire. Je vous rappelle que notre prochain webinaire aura lieu maintenant le mardi 4 mai à 18h30. J'aurai le plaisir cette fois-ci de l'animer avec Eric. La thématique sera une autre thématique, qui sera que reste-t-il de la symbolique aujourd'hui dans l'espace public? Nous vous remercions encore une fois de votre participation. En quittant le webinaire, vous verrez quelques questions rapides vont vous être posées. Ayez la gentillesse de pouvoir y répondre. Ça nous permet d'avoir des retours et d'ajuster voilà, c'est ce que on vous propose à travers les webinaires. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Eric, Julien, encore merci voilà, de répondre présent à chaque fois. À bientôt. Merci Julien pour ce partage. Ouais, c'était vraiment un bon moment en termes de rencontre. Ouais. Et merci à vous d'avoir partagé ce webinaire avec nous.